Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver. Donc on va continuer à explorer la vie atlante, nous pencher sur leur alimentation, donc du nourrisson jusqu'à l'adulte. On notera que leur manière de se nourrir est bien différente de la nôtre. Je ne vous fais plus attendre et on va commencer par cette première partie liée à l'alimentation. On va aborder donc l'alimentation. Donc par rapport aux enfants, aux adolescents, aux préadultes, adultes, parce qu'ils n'ont pas du tout la même alimentation. Les atlantes apportent une attention particulière à l'âge. Tu ne nourris pas un ado comme un préadulte, comme un enfant ou voire un nourrisson. Donc pour un nourrisson, jusqu'à environ 18 mois, ils ne sont nourris au lait maternel. On donnait priorité à la mère, mais si elle avait un souci, d'autres mères donnaient le sein. Il y avait un partage. Si une mère est en difficulté avec son lait, elle partageait ça avec d'autres mères. Aucun enfant atlante ne manquait de lait pendant sa période de croissance jusqu'à 18-20 mois. Il n'est pas rare aussi chez les atlantes que les mères donnent le sein jusqu'à 4-5 ans. Quelque chose qui est resté inné chez certaines mères. On est des mammifères et tant que l'enfant demande, la mère produit. Tant que la mère peut donner du lait, elle en produit. Elle peut en produire jusqu'à presque 6 ans. Après, ça peut s'arrêter. C'était souvent monnaie courante que l'enfant tétait jusqu'à 5-6 ans. Et surtout, ça renforçait énormément les liens entre une mère et son enfant. Donc c'était important cette communion entre l'enfant et la mère. Les femmes atlantes étaient très investies avec leur enfant. Pendant toute sa période d'allaitement, elle avait un régime assez particulier aussi. Déjà pour celles qui n'arrivaient pas à rentrer en transe, il était interdit de prendre des plantes pour partir en transe pendant l'allaitement. Environ 10% des atlantes avaient du mal à entrer en transe. Et un peu comme certains Incas ou Mayas, ils mâchaient des feuilles. Et ça les aidait à partir. Pendant l'allaitement, c'est strictement interdit. Donc, tout ce qui était à base d'alcool était strictement interdit. L'alcool peut rentrer dans le sang et même si ça paraît improbable, l'enfant risque d'avoir des addictions. Rien qu'avec ça, même si on se coupe et on se met de l'alcool sur soi. Donc rien qu'avec l'alcool dans le sang. Elle avait aussi un régime de non-produits laitiers. Aucun fromage, aucune crème. Donc ça existait à l'époque, les fromages, les crèmes, oui. Alors ce n'était pas des fromages de vache. Ils avaient beaucoup de petites chèvres. Et pourquoi c'était interdit le fromage de chèvre pendant l'allaitement? Qu'est-ce que ça faisait?
Ils étaient persuadés que ça pouvait dénaturer le lait de la maman, justement. Donc c'est pas bon quand on allait de manger du fromage, par exemple? C'est déconseillé? Aujourd'hui, beaucoup de fromages sont pasteurisés, donc c'est moins contraignant. Mais les fromages au lait cru sont déconseillés, oui. Tu peux en manger, mais faire pas trop. Faut faire attention. À partir de 18 mois, l'enfant commence à manger autre chose. Beaucoup de bouillie. Très souvent, on l'habituait avec des légumes. Quand le télépathe regarde, il ne trouve pas ça appétissant. Donc il les faisait bien bien cuire et introduisait dedans un peu de miel pour adoucir le goût. À partir du moment où l'enfant pouvait commencer à manger un peu solide, le régime pour la maman était moins draconien. Elle pouvait manger du fromage de nouveau. Cependant, toujours pas de drogue pour partir en transe. Et toujours pas de soins à base d'alcool. Donc elle ne faisait aucune sortie de corps tout le temps qu'elles allaitaient en fin de compte. Sauf si elle en était capable. Sans passer par les plantes. Par la plante hallucinogène. Il n'y a pas de contre-indication sans les plantes, bien sûr. Donc jusqu'à environ ces 4-5 ans, on habitue l'enfant à manger pas comme les adultes. Donc il y a certaines plantes qui ne sont pas mangées par les enfants, uniquement par les adultes, parce qu'elles ne sont pas vraiment digestes pour l'enfant. Jusqu'à environ leurs 7 ans, les enfants avaient un régime principalement, c'était des légumes. Des légumes qui ne sont pas des légumes secs. Ça ressemble à des tomates, des espèces de courgettes, des concombres. Il y a des haricots secs, mais c'est barré. Donc ils peuvent pas le manger, ça. Ils voient aussi beaucoup de fruits. Là, c'est assez large. Ça ressemble assez à nos fruits. Donc là, l'enfant, il peut en manger. Donc tout ce qui est fruits, il peut en manger. Ils ont des ananas qui sont hyper allongés par rapport à ceux qu'on voit. Ils font 2-3 fois la hauteur des nôtres. Ils sont très longs. Ils ont également de grosses oranges. Pas de sanguine, pas de pamplemousse. Parce que ça, c'est de l'hybridation. Donc il y a beaucoup d'oranges. Avec du goût à l'époque. Ils buvaient aussi beaucoup de jus. Donc le matin, quand ils se lèvent. Donc la première chose qu'ils font, c'est soit téter leur mère, soit ils pouvaient consommer des légumes écrasés avec du miel dedans. Donc c'est un peu l'ancêtre de nos céréales. Soit l'enfant consommait carrément des jus de fruits.
Alors ils avaient... Donc ils voient un saladier, ils coupent les fruits en morceaux dedans, il y a plein de petits trous partout dans le saladier, et c'est mis dans un autre saladier un peu plus grand, qui lui est fermé bien sûr. Et il y a un couvercle qui va dans le saladier à trous. Donc ça fait un couvercle en forme de toupie. Et autour, donc la mère ou le père, mais c'était souvent la mère, elle enroulait comme une espèce de ficelle, une dizaine de tours. Elle tenait par le dessus, elle tirait un grand coup dessus, et ça tournait à toute vitesse. Et le jus bah, partait sur le côté, traversait et tombait dans le saladier. Donc le petit saladier, celui où on coupe les fruits, il est percé. Il y a plein de trous, peut-être 4-5 au centimètre carré, il est tout percé. Tu coupes tes fruits là-dedans, tu mets ce saladier dans un plus gros, qui lui est étanche. Sur le petit saladier, tu remets un couvercle, il se finit en forme de toupie, et il y a une poignée pour tenir la poignée tout en haut. Donc cette poignée, tu vois qu'elle est libre, elle peut tourner indifféremment. Tu peux la faire tourner sans que le panier tourne, et sur la toupie, on enroulait une corde sur 15-20 tours. On tire un coup sec dessus, et le petit saladier à l'intérieur du grand se mettait à tourner à toute vitesse. Et tu vois le jus qui coule sur le saladier. Donc c'est le même principe que pour essorer une salade. Ouais, sauf que là, ça va beaucoup plus vite. C'est une centrifugeuse, mais manuelle. Après, elle enlève le couvercle. Elle écrasait bien tout ce qu'elle avait dans le saladier avec les petits trous. Elle remettait, elle refaisait 2-3 fois. Elle faisait cette opération plusieurs fois pour bien sortir tout le jus. Et donc l'enfant buvait ce jus. Et il arrivait aussi... Donc, il ne consommait pas de sucre, que du miel. Donc il chauffait le miel, par exemple une cuillère. Elle le mélangeait à ce jus. Donc ça faisait des jus de betterave mélangés du miel. Donc le sucre n'existait pas à l'époque. Ils connaissaient le sucre, mais ils s'en sont servis pour d'autres choses. Le sucre, il servait à certaines personnes. Ça, c'était utilisé comme une sorte de médicament. Donc à midi, très souvent il y avait du poisson. Poisson avec une purée. Mais il ne sait pas si c'est de la pomme de terre. C'est proche du manioc en fait. Donc le manioc c'est une racine. Ou alors des pommes de terre. Mais elles n'ont pas la même forme que nos pommes de terre. Ils accompagnaient à ça du poisson. Donc le poisson n'était jamais grillé. La flamme ne venait jamais caresser le poisson. Ils disent que c'est très cancérigène. Donc tout ce qui est fait au barbecue, c'est pas bon, hein. Et les enfants n'avaient pas le droit aux poissons grillés ou légumes grillés, pas avant 12 ans. Donc ils en mangeaient, mais pas petits, quoi. Pas avant 12 ans. Donc pour eux, le poisson était cuit sans flamme ou dans l'eau. Et ils ne salaient absolument rien. Ils fabriquent aussi du pain avec du manioc, donc de la farine de manioc et de maïs.
Donc il faisait un pain qui était même mélangé. Il faisait très jaune à l'intérieur. Donc il se conservait très longtemps par rapport au nôtre. Donc il faisait des pains qui faisaient au moins 2 kilos. Donc c'est pas chaque personne qui faisait le pain. Donc, tout est mis en communauté chez eux. Donc il y avait des fours. Il y avait un ou deux fours par quartier. Tout comme il y avait des maçons, il y avait des boulangers. Tu n'achetais pas ton pain. Le pain était livré. En fait, tout était comme ça. Comme on a déjà vu les vêtements, tout. Et le pain, il était livré genre une fois par semaine ou bien tous les jours? Ils avaient droit à quoi comme ratio? Ou bien c'était au moment des repas que c'était livré? En moyenne, c'était 250 grammes par jour par personne. Donc de pain, sans sel. Mais bon, eux, ça les dérangeait pas puisqu'ils n'ont jamais goûté de pain salé. Donc à chaque fois qu'on leur livrait leur repas, ils avaient le pain qui allait avec, ou bien on leur livrait à un autre moment. Non, le pain était livré le matin hors des repas. En fait, tout le monde avait son pain entre 4 heures et 6 heures le matin. Donc tous les jours, ils avaient du pain frais. Tous les jours, oui. Il y avait des lois aussi qui sont restées, évidemment. Donc jeter la nourriture est strictement interdit, donc de jeter du pain. Le pain, si tu ne le mangeais pas tout, tu le ramenais. Il était donné au bétail. Il était interdit de jeter. Ils avaient quelques chèvres. Et comme c'était à base de maïs et de manioc, c'était très bien pour le bétail. Ouais. Ils avaient aussi des cochons qu'ils ne mangeaient pas. Par contre, les cochons servaient... C'est les vrais nettoyeurs, ça mange absolument tout. Donc ils avaient un ou deux parcs de cochons par ville. Et c'était un peu les poubelles d'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on jette tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas de plastique, pas de carton, il n'y avait rien. Donc les cochons servaient à faire disparaître le surplus de nourriture. Donc il n'y avait pas de compostage. La terre, elle n'a pas demandé qu'on lui donne des choses pourries. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, le compostage, c'est pas l'idéal. Donc il donnait tout aux cochons. Donc le compostage, c'est pas mauvais, mais c'est pas le top, quoi. Bon, après, on n'a pas forcément un cochon dans son appart ou dans sa maison, quoi. Donc après, ils ramassaient le lisier, donc les excréments, et eux, ils étaient étalés sur les terres. Donc ça servait d'engrais. Les excréments des chèvres étaient séchés. Donc c'était pas gros, ça faisait comme des grosses olives. Et leur excrément, une fois séché, servait pour allumer les feux. Apparemment, ça dégage de l'éthane. Et il n'y a aucune odeur. Une fois sec, ça n'a aucune mauvaise odeur. Donc tout est recyclé, tout est utilisé. Tout à fait. Au début de chaque repas aussi. Donc ça, c'est tout le monde, même les enfants jusqu'à 18 mois environ. Il y avait une soupe au début du repas, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le midi, le matin, donc c'était pas un gros bol, elle est verte,
Donc c'est à base de quoi? Du chou. Chou, poireau. Donc les enfants, on leur mettait pas le chou. Pour les intestins, c'était trop, ça les aurait déréglés. Par contre, à partir de 7 ans, on commençait à le cuire tout doucement et à l'introduire. Il faut, il faut savoir aussi que dans les cuisines communales, ils savaient absolument qu'ils connaissaient toute la population, ce qu'ils devaient faire pour les uns ou pour les autres. Donc c'était quand même général. S'il y avait deux ados, des enfants en bas âge, tout était prévu. Ils savaient exactement l'âge des enfants, ce qu'ils mangeaient ou pas, s'ils mettaient du chou ou pas. Et ça à chaque début de repas. Alors pourquoi cette soupe? Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce que ça apportait au corps? La soupe, elle chasse l'excès d'eau du corps et elle empêche de grossir aussi. Quand tu fais un régime de soupe au chou, l'eau qu'on a tendance à accumuler à partir de 50 ans, eh bien ça la résorbe. Donc c'est pas mal de se faire une soupe avant de manger, voire ne manger que ça. Tout ce qui est récipient, cuillère, fourchette, tout est en cuivre. Il connaissait l'utilisation de l'aluminium, mais il était à proscrire, il n'en voulait pas, hein. Pourquoi il ne voulait pas de l'aluminium? Parce que si tu en ingères, ça peut créer et favoriser une dégénérescence de tes cellules, principalement cérébrales. Donc ça, ils le savaient déjà, eux. Ouais. Et le cuivre, il a la particularité, en fait, quand il s'oxyde avec les aliments, au départ, il est brillant, et plus on l'utilise, mais le mieux il est, en fait. Il a la particularité en s'oxydant de lâcher du nitroparticule de cuivre. En fait, c'est un fongicide. On en a besoin en petite quantité dans notre corps. Donc ça s'attaquait principalement aux champignons de surface, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment, qui tapissent ton estomac, ton intestin. Et il n'enlevait pas les champignons très utiles à la flore intestinale. Ils avaient plutôt tendance à enlever les mauvais. Parce que les premiers champignons qui se développent ne sont pas dans le sang. Ils sont collés à ton intestin, à ton œsophage, à ton estomac. Et c'est après qu'ils arrivent à traverser dans le sang. Et le fait de consommer toujours dans des gamelles en cuivre, eh bien cette espèce d'oxydation du cuivre qui est bleu, là, ça fait comme du vert de gris. Donc ça vient oxyder les champignons en fait, les mauvais champignons. Donc le but, c'est que les aliments qui sont mis là-dedans, il y a des micro-particules de cuivre qui sont utiles. Donc c'est bien d'avoir des récipients ou des fourchettes ou des couteaux en cuivre en fin de compte. Donc les chaudrons, quand tu fais une vraie confiture, il y a encore des casseroles en cuivre qui existent. C'est vrai que dans la vie moderne, on n'utilise plus trop ça, en général. Donc c'est surtout
en Europe, mais dans d'autres endroits, c'est toujours utilisé, hein. Donc on comprend les bienfaits du cuivre en fin de compte. Donc ce serait bien d'avoir que des casseroles en cuivre en fin de compte. Comme ça attaque les mauvais champignons dans le corps. On peut tout avoir. Donc on peut avoir des casseroles, des poêles, des couverts, des louches, des grandes fourchettes. On peut tout avoir. La bêtise que font beaucoup, il y en a qui les achètent pour décoration et d'autres s'amusent à les polir régulièrement et les laver. Mais en fin de compte, il ne faut pas les polir. Donc polir l'extérieur, oui, mais l'intérieur, faudrait jamais les polir pour pouvoir avoir les bienfaits. Donc le laver, mais laisser griser. Parce que c'est là où ça apporte quelque chose en fin de compte. Et il ne faut pas prendre du cuivre étamé. Donc il faut acheter du 100% cuivre. Donc là, on a eu l'alimentation jusqu'à midi des enfants. Après, le soir. Donc le soir, après, c'est un bol. C'est un peu plus conséquent, la soupe? Oui, c'est ça, du pain. Donc ils ont droit à une tranche de pain à peu près. Et c'est quasiment tout. À moins qu'ils soient malades. Donc ils mangent super léger le soir. Oui. Et ça, c'est parce qu'ils sont enfants. Parce qu'à partir de 7 à 15-16 ans, donc ils commencent à grandir, devenir adolescents, et les adultes ne mangent plus le soir. Donc là, ils mangent parce que c'est une période de la vie cruciale, hein, sur le plan de la croissance. Donc c'est assez dur, assez draconien. Donc ils ont un peu du mal au moment du sevrage le soir. Donc à partir de 7 ans, progressivement jusqu'à leurs 8 ans, en un an, on leur interdit complètement de manger le soir. Donc tout doucement, on baisse les rations sur un an environ. Et les enfants ont beaucoup de mal avec ça. Par contre, tu n'avais pas un seul Atlante obèse. Ça n'existait pas. Ils mangeaient pour se nourrir. Ils vivaient pas pour manger, quoi. Ils mangeaient pour vivre. Et puis il y avait moins de problèmes émotionnels aussi à l'époque par rapport à maintenant. Ils n'avaient pas besoin de s'empiffrer pour se sentir bien. Donc ils prenaient soin de leur corps et c'était la protection de la terre-mère. Surconsommer, abîmer la terre, ça ne servait à rien. Donc jusqu'à 7 ans, ils mangeaient le soir. Et à partir de 7 ans, ils commençaient à diminuer les portions. Et à partir de 8 ans, ils ne mangeaient plus du tout le soir. Donc à 8 ans, c'était terminé, hein. Ensuite, la période de 7 ans, 8 ans, jusqu'à environ 16 ans. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie, donc liée à l'alimentation atlante. Donc, on découvre qu'ils avaient une façon bien à eux de s'alimenter. Donc on verra la suite dans la prochaine enquête. Je vous dis à bientôt. Au revoir.